le monde, ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir pour le webinaire de Chloé Fréchette. Je veux d'abord me présenter, Lise Gobeil, membre du CA depuis de nombreuses années. Je vais d'abord vous parler un petit peu de la SQP pour les gens qui ne connaissent pas. La SQP a été fondée en 2008. C'est une société à but non lucratif qui a pour mission de promouvoir l'utilisation des phytotechnologies pour solutionner les problèmes environnementaux. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes moins, vous connaissez moins les phytotechnologies. Ça comprend toute utilisation de plantes vivantes pour épurer l'eau, l'air, contrôler les problèmes d'érosion, restaurer les sites dégradés, réduire les émissions de gaz carboniques, la chaleur, la vélocité des vents, etc. Alors, pour en connaître un peu plus sur la Société québécoise de phytotechnologie, je vous suggère d'aller sur notre site. On a un très bon site Internet. Vous pourrez connaître notre mission, connaître notre vision, avoir accès à nos webinaires qu'on a déjà, il y en a plusieurs qu'on a déjà réalisés. Pour pouvoir avoir accès aux webinaires, alors il faut être membre pour la modique somme de 40 $. Puis, comme ça aussi, vous soutenez nos activités. Franchement, en soutenant nos activités, ça nous permet, nous, de vous présenter des webinaires, des excellents webinaires comme celui que vous allez avoir la chance de voir aujourd'hui. Alors, c'est vraiment important pour nous, votre membership. Aujourd'hui, en fait, pour nos webinaires actuellement, on a comme commanditaire Ramea Phytotechnologie, qui est notre partenaire officiel pour nos webinaires. Et puis, nos partenaires permanents, c'est Membrane Hydrotech et Rousseau-Lefebvre. Chloé Fréchette, qui va nous donner la conférence aujourd'hui, a été formée à l'Université de Montréal. Elle a fait son baccalauréat en sciences biologiques et elle a fait un doctorat en sciences biologiques spécialisé en biologie végétale. Sa thèse de doctorat porte sur le sujet du webinaire aujourd'hui, les marais de Saule à effluent nul pour le traitement d'eau contaminée. Son parcours professionnel, d'ailleurs, à propos de sa thèse, elle a fait un stage au Danemark et a donné plusieurs conférences à travers le monde sur sa thèse. Son parcours professionnel actuellement, Chloé est à Québec vert, elle est chargée de projet et son mandat est de mettre en œuvre un plan des marchés des infrastructures végétalisées, qui est un sujet connexe aux phytotechnologies. Elle a aussi, pour l'Université Laval, elle a été comme consultante et elle a mis en œuvre un plan de développement des marchés des infrastructures végétalisées. Je m'excuse, elle a créé, pardon. Alors, pour l'Université Laval, elle a créé un contenu du cours des infrastructures végétalisées, concepts et fonctions. Désolée pour la petite erreur, Chloé. Elle a publié plusieurs publications scientifiques que vous pouvez consulter sur notre site. Voilà pour la présentation de Chloé. En fait, c'est complet. Et Chloé, je te passe la parole. Merci beaucoup, Lise. Bonjour tout le monde. Donc, on est vraiment nombreux aujourd'hui. Je suis super contente de vous voir. Plusieurs noms familiers dans l'assistance. Donc, je vais vous partager mon écran. Alors voilà, comme le mentionnait Lise, aujourd'hui, je vais vous parler des marais à effluent nul pour la gestion des eaux usées in situ, donc sur site. Et effectivement, même si je m'intéresse à toutes les phytotechnologies, c'est un petit peu mon sujet chouchou, si on veut, puisque ça a été le sujet d'étude de mon doctorat. Par contre, je vous rassure, donc aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est pas ma soutenance de thèse, ça va être beaucoup plus accessible que ça. Mon but aujourd'hui, c'est vraiment de vous expliquer qu'est-ce que c'est un marais à effluent nul, comment ça marche, donc les concepts de base, mais aussi de vous démontrer le potentiel, du moins celui que moi je vois pour le Québec. Puis, on va aborder certains principes de conception.
Par contre, là, il ne s'agit pas de vous donner des normes ou des chiffres. On n'est pas encore rendu là dans la conception de cette technologie-là au Québec. Donc, qu'est-ce que c'est un marais à effluent nul? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Bien, si vous connaissez les marais filtrants, au niveau de la structure, c'est similaire. Donc, on va avoir une enceinte, c'est-à-dire un milieu qui est étanche, qui est séparé du sol environnant, donc généralement par une géomembrane imperméable. Et cette enceinte-là va donc être remplie d'un substrat et dans lequel on va planter des végétaux. Comme un marais filtrant, il va y avoir donc une alimentation avec de l'eau usée. Les polluants vont subir diverses transformations dans le marais et il y a de l'eau qui va être perdue par le marais par évapotranspiration. Donc, à ce moment-là, c'est de l'eau filtrée qui s'en va dans l'atmosphère. Et dans les marais à effluent nul, on va vouloir vraiment optimiser ce processus-là de sorte à ce qu'il n'y ait aucun effluent liquide qui sorte du marais. Donc, si on regarde un petit peu plus en détail comment ça va se passer tout ça, donc, on peut zoomer sur une partie du marais ici, puis on voit que dans un premier temps, bien, effectivement, que ce soit au niveau du sol ou au niveau des plantes, il y a perte d'eau. Donc, ça va majoritairement être par la transpiration des plantes, là, par les stomates. Dans le substrat, il va y avoir établissement de toute une communauté microbienne de micro-organismes, des champignons, des bactéries, etc. Et cette communauté microbienne-là va participer à la biodégradation de contaminants organiques, de la matière organique, assimiler des nutriments, etc. Puis il va aussi y avoir l'exudation au niveau des racines des plantes là, qui va participer à ces processus-là. Donc, évidemment, il va aussi y avoir une certaine assimilation de nutriments, bien, dépendamment de l'eau qu'on achemine. Mais si, par exemple, on a des eaux usées qui sont riches en azote, bien, il peut y avoir une assimilation quand même importante des nutriments par les plantes. Et bien, dépendamment du type de plante qu'on va planter, bien, il va y avoir une production plus ou moins importante de biomasse qui va s'effectuer aussi. Et bien, finalement, il va tout y avoir des processus plutôt physico-chimiques là, qui vont se passer dans le substrat. Donc, par exemple, de la sédimentation, de l'absorption, etc., et qui va donc immobiliser et concentrer différents composés, donc des matières en suspension, des minéraux, des métaux ou des contaminants organiques qui sont peu biodégradables. Donc, si on veut comparer avec d'autres types de systèmes, par exemple, bien, les marais effluents nuls, donc qui sont un type de phytotechnologie, on peut évidemment les comparer aux marais filtrants. On pourrait même dire que c'est un type spécialisé de marais filtrants. Donc, de la même façon qu'un marais filtrant, il reçoit des eaux usées, il y a un substrat, des végétaux, il va y avoir de l'épuration. Par contre, contrairement à un marais filtrant, c'est pas le processus qu'on recherche. Donc, évidemment, il va y en avoir parce qu'il va y avoir un établissement spontané là, de la communauté microbienne, comme je le mentionnais tout à l'heure. Mais ce n'est pas sur ça qu'on va baser, par exemple, nos critères de dimensionnement. Ce qu'on va vraiment aller rechercher, c'est la réduction du volume de l'eau qu'on traite par l'évapotranspiration. Et donc, le résultat, c'est qu'il n'y a aucun rejet liquide qui sort du marais à effluent nul, tandis que dans un marais filtrant, bien, on a un rejet liquide qui est normalement traité pour représenter certains nombres de rejets, mais il y a tout de même un rejet dans l'environnement. Si on compare avec des technologies qu'on dit plutôt grises, donc plutôt d'ingénierie civile, de chimie, etc., bien, on a par exemple les systèmes Zero Liquid Discharge en anglais, donc des systèmes en circuit fermé à zéro rejet. Donc ça, c'est vraiment des systèmes qui sont plus complexes, plus coûteux à installer et qui ont pour objectif surtout la récupération de certains composés. Donc, ça peut être, par exemple, d'aller récupérer des sels dans les eaux usées pour les réutiliser comme matière première. Et ça va vraiment être utilisé, par exemple, au niveau industriel pour recycler l'eau. Donc, à différentes étapes, il va y avoir une évaporation de l'eau, mais l'eau qui est filtrée, on souhaite la réutiliser dans nos processus par la suite. Et bien, il y a aussi les bassins d'évaporation, qui est un peu une version ultra simplifiée, si on veut, d'un marais effluent nul. Donc, de la même façon, il va y avoir une réduction du volume, mais comme on compte sur l'évaporation seulement et non pas l'évapotranspiration, mais ça va se produire à un rythme beaucoup plus lent. Donc, on va réduire le volume, mais plus lentement. Il va y avoir une certaine épuration, comme dans les marais, mais ça va surtout être dû à la sédimentation des matières dans le fond plutôt qu'à des traitements biologiques. Il va y en avoir un petit peu, mais moins. Et il va quand même y avoir une possibilité de récupérer certains solides là, dans les boues qui vont s'accumuler au fond du bassin. Donc, voilà où se situent les marais à effluent nul.
Donc, pourquoi on pourrait avoir besoin de cette technologie-là? Il y a deux besoins qu'on peut identifier. Le premier, c'est le besoin d'avoir des technologies qui sont décentralisées. Donc, on parle par exemple de résidences qui ne sont pas connectées à un système d'égout municipal. Donc, évidemment, ces résidences-là doivent avoir un système de gestion d'eau sur le site. On peut penser à des entreprises ou des industries qui, avant de pouvoir rejeter leurs eaux usées directement dans l'environnement, doivent atteindre des critères de qualité préalables. Donc, à ce moment-là, on ne veut pas les traiter à l'externe, mais il faut quand même qu'il y ait un traitement préalable au rejet. Dans certains cas, là, très isolés, ça revient un peu aux résidences isolées, mais je pensais surtout à des industries, par exemple, l'industrie minière là, qui est dans le Grand Nord, qui n'a évidemment pas d'accès à un réseau de traitement centralisé. Et pour tous les cas où on n'a pas accès à un réseau centralisé, bien évidemment, les coûts de traitement, il y a toujours possibilité d'aller prendre notre eau, de l'amener ailleurs par des compagnies qui sont spécialisées là-dedans pour le faire traiter. Par contre, le coût de ce type de traitement-là, le coût de l'envoyer ailleurs pour être traité est souvent très élevé. Et d'un autre côté, on a besoin d'améliorer l'efficacité de traitement pour diverses raisons. Donc, je vous en présente certains exemples. Évidemment, il y a les normes de rejet. Donc, comme on sait, que ce soit des eaux usées domestiques, des eaux usées industrielles, etc., on doit respecter certaines normes de rejet qui sont établies par le gouvernement. Et par la force des choses, ces normes de rejet-là sont appelées à être de plus en plus contraignantes au fur et à mesure qu'on se rend compte des effets que ça peut avoir sur l'environnement. Dans certains cas, on va retrouver dans les eaux usées des contaminants qui sont très toxiques, donc par exemple des dioxines et des furanes, du mercure, donc des composés qui, même à très faible concentration, peuvent avoir un effet significatif sur l'environnement. Dans d'autres cas, on va avoir des contaminants qui sont très récalcitrants, donc malgré plusieurs techniques de traitement, là, on n'arrive pas à éliminer un certain type de contaminants. La faible contamination, donc ça peut vous paraître un peu bizarre, mais dans certains cas, même avec un système de traitement qui est très performant, si la quantité de contaminants est très faible dans l'eau, ça risque de passer à travers le mécanisme de traitement. Donc, ça peut être un enjeu. Puis, évidemment, si on est dans un milieu qui a, par exemple, une haute valeur écologique, là, on va pouvoir avoir des normes de rejet qui sont encore plus sévères que les règles normales. Puis, de façon générale, on veut améliorer l'efficacité de traitement, qu'il y ait des normes ou pas, tout simplement pour préserver notre milieu récepteur. Donc, un petit historique des marais à effluent nul. Je vous ai séparé ça en 3 sections. Donc, vraiment, la première apparition, à ma connaissance, est au Danemark. Donc, vous savez peut-être, mais en Europe, là, au niveau des normes de rejet pour les résidences, pour les eaux usées, sont pas mal plus en avance que nous. Et dans les années 90, est apparue une norme de rejet pour le phosphore, qui est certains d'entre vous le savent peut-être, mais le phosphore, c'est souvent un élément problématique dans les eaux usées. C'est difficile à traiter parce qu'il y a peu de mécanismes qu'on connaît là, pour le traitement du phosphore, autre que l'absorption, par exemple, sur des matériaux. Et donc, au Danemark, on a vu apparaître la création de ces marais à effluent nul-là, qui avaient pour effet, d'en plus de traiter les composés qu'on retrouve généralement dans l'eau usée, ils immobilisaient le phosphore. Et donc, c'était vraiment, comme je vous ai présenté, là, le marais effluent nul dans sa forme la plus simple, une enceinte avec des végétaux plantés. Et comme il n'y a aucune eau qui sort du système, on respecte forcément les normes de rejet. Ensuite, j'ai trouvé aussi dans mes recherches que le concept avait été étudié pas sur la base des travaux du Danemark, mais c'est quelqu'un d'autre qui avait eu une idée similaire en Arizona, aux États-Unis. Donc, on voit ici un schéma qui avait produit en 1995. Et au Canada, on a conçu, sans le vouloir, un marais à effluent nul dans les années 90, et c'est le marais épurateur qui a été construit sur le site de la Biosphère de Montréal. Et dans le fond, le but n'était pas d'avoir un effluent nul, mais le marais a été tellement surdimensionné qu'au final, toutes les eaux qui étaient envoyées dans le marais étaient évapotranspirées. Donc, sans le vouloir, on s'est ramassé avec un marais à effluent nul. Donc, si on avance un peu dans le temps, de 2000 à 2010, c'est à ce moment-là que le Danemark, suite à plusieurs expériences, a vraiment mis sur papier des normes de conception. Donc, on a les normes de conception danoises qui arrivent. L'Irlande a un problème similaire au niveau du traitement du phosphore dans ses eaux usées et s'intéresse à cette technologie-là.
Puis là, surprise, j'ai trouvé ça dans les derniers jours dans mes recherches. J'ai trouvé aux États-Unis une compagnie qui a commercialisé, je pense que c'est en 2009, un système à effluent nul. Par contre, on est loin là, du système avec un marais de sol comme celui qu'on a au Danemark. À ce moment-là, on appelle plutôt ça, eux, la compagnie, ils appelaient plutôt ça un jardin d'eau usée. Et ils vont utiliser plutôt des plantes ornementales pour faire l'évapotranspiration. Puis là, ce que vous voyez sur la photo, c'est un de ces systèmes-là qui est, par exemple, dans une serre et qui permet de rallonger la période d'opération. Donc, super intéressant. J'ai trouvé aussi des gens en Louisiane qui ont un peu utilisé ce concept-là. On ne parle pas de marais effluent nul, mais je trouvais ça quand même intéressant de le présenter. C'est pour le traitement des eaux usées dans une ferme laitière. Et typiquement, il y avait des bassins d'évaporation. Mais on trouvait que ce n'était pas efficace, puis il y avait souvent des débordements dus aux précipitations, etc. Puis il y a quelqu'un qui s'est dit, mais pourquoi on ne mettrait pas simplement des plantes flottantes dans ce marais-là, dans les bassins d'évaporation? Puis effectivement, il s'est rendu compte qu'il était capable d'évapotranspirer 66% plus d'eau qu'avec l'évaporation seulement. Et que simplement en couvrant le système avec des jacinthes d'eau, ben, il était capable d'atteindre une cible de 0 rejet liquide. Donc, je trouvais ça quand même intéressant de le présenter. Et autre fait intéressant, ben, le système qui a été commercialisé aux États-Unis, dont je vous parlais, ben, il y en a un qui a été commandé pour le Canada. Je crois que c'est au Great Rideau Lake, donc en Ontario. Donc, à ma connaissance, il y aurait un marais à effluent nul qui est bâti à cet endroit-là. Donc, ensuite, de 2010 à 2020, ben, toujours au Danemark, là, la construction de ce type de système-là se poursuit. En Irlande, on va faire des études. Donc, il y a plusieurs études qui ont été faites pour voir si ce concept-là pouvait vraiment s'adapter à l'Irlande et tout ça, dans le but là, de vraiment intégrer ça dans la réglementation au niveau des eaux usées. Un peu plus tard, ben ça, c'est mon projet de doctorat. Donc, j'ai étudié l'adaptabilité de cette technologie-là au Québec. Et bien là, il y a plein d'autres petites études spontanées qui apparaissent. Donc, en Espagne, en Argentine, on teste différentes espèces de saules. En Mongolie, on teste le concept. Donc, bref, on commence vraiment à faire varier les paramètres et à essayer d'adapter le concept à différents endroits, à différents climats. Donc, c'est là où on se situe pour l'instant. Maintenant, je vais vous parler donc de l'hydrologie et des végétaux dans les marais, donc pour mieux comprendre comment ça fonctionne avant qu'on puisse parler de conception. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre marais. Donc, ce que je vous présente ici, c'est une équation typique de bilan hydrique. Par contre, il y a plusieurs des paramètres qui sont présentés ici qu'on peut supprimer quand on a un marais qui est bien construit et étanche. Donc, par exemple, on peut enlever tout ce qui est le ruissellement, le drainage ou bien évidemment l'effluent. Donc, à ce moment-là, on se retrouve avec un bilan hydrique qui est très simplifié et qui est plus facile à calculer puis qui va beaucoup nous aider là, dans le processus de dimensionnement. Donc, le bilan hydrique, au final, ben, c'est que la variation du volume d'eau dans le marais va être directement dépendante, bien évidemment, de la quantité d'eau qu'on apporte dans le marais, de la quantité de précipitation qui est reçue et moins l'évapotranspiration. Donc, parlons-en justement de l'évapotranspiration. C'est probablement le facteur qui est le plus important à bien comprendre puis à essayer de quantifier si on veut faire un marais à effluent nul. Donc, je vous présente d'abord un premier concept qui est l'évapotranspiration de référence. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est une valeur d'évapotranspiration potentielle qui va être calculée et pour des conditions de culture standard, si on veut. Donc, généralement, quand on parle d'évapotranspiration de référence, on parle de l'évapotranspiration maximale qui pourrait avoir lieu sur une surface gazonnée qui est bien alimentée en eau. Donc, on parle de plantes qui ne sont pas en stress hydrique. Et bien, cette valeur-là, il y a plusieurs équations qui existent là, qui nous permettent de la calculer relativement facilement à partir du moment où on a des données météo là, de chaleur, d'humidité relative, etc. Et donc, ce que je vous présente ici, c'est une carte. Donc, cette valeur-là d'évapotranspiration de référence est beaucoup utilisée en agriculture, par exemple, pour prévoir l'irrigation, etc. Et la carte que je vous présente ici, ça vous présente le déficit entre les précipitations et l'évapotranspiration potentielle. Donc, c'est-à-dire que si on est dans des valeurs négatives, il y a plus d'évapotranspiration que de précipitation et au contraire, les couleurs plus rouges, les valeurs positives, bien, il y a plus de pluie que d'évapotranspiration. Et pourquoi c'est intéressant? Mais parce que si on veut
traiter de l'eau par évapotranspiration, forcément, il faut qu'au total, on ait plus d'évapotranspiration que de précipitation. Ça va de soi. Et la quantité d'eau qu'on va pouvoir traiter va être égale à cette différence-là entre les deux, donc au déficit. Par contre, ce qu'on voit en regardant cette carte-là, c'est que même dans le meilleur des cas, dans les zones les plus bleues au Québec, on aurait un déficit d'environ 200 mm pour la saison de croissance, donc du 1er mai au 31 octobre. Donc, juste pour référence, quand on parle d'un millimètre, ça c'est par le 200 mm, c'est pour la saison, pardon. Quand on parle d'un millimètre, ça représente 1 litre d'eau sur une surface d'1 mètre carré. Donc, puis on sait que 1000 litres d'eau égale 1 mètre cube. Donc, ça veut dire que pour un déficit de 200 mm, ça veut dire qu'on est capable de traiter 0,2 mètres cubes par mètre carré pour toute une saison de croissance. Pas très intéressant, on va dire. Par contre, si on utilise d'autres plantes qu'une surface gazonnée, là, ça peut devenir intéressant. Donc, je vous présente le cas où on utiliserait, par exemple, des sols à croissance rapide. Les figures que vous voyez ici, c'est le marais de sol que j'ai utilisé pendant mon doctorat. Donc, en 2016, avec des tiges qui avaient 2 ans d'âge. En 2017, des plantes qui avaient 3 ans. Et en 2018, des tiges de 1 an, donc suite au recépage des tiges. Et ce que j'ai mesuré pendant mes études, c'est des différences de cet ordre-là. Donc, on parle de 1000 à presque 3000 mm de différence entre l'évapotranspiration et les précipitations pour toute une saison de croissance, donc de mai à novembre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plutôt d'avoir 0,2 mm de capacité de traitement, 0,2 mètres cubes, pardon, par mètre carré, bien là, on a plutôt des valeurs de 1,2 à 1,1, pardon, à 2,8 mètres cubes d'eau qui peut être traitée par mètre carré de marais. Donc, pour un petit marais comme ça, celui-là, il fait 50 mètres carrés, ça serait l'équivalent de 3 piscines hors terre moyennes d'eau qu'on peut traiter au total dans une saison. Donc là, ça commence déjà à être pas mal plus intéressant. Évidemment, pour bien connaître l'évapotranspiration, bien, il faut tenir compte de plusieurs facteurs. Donc, je ne l'ai pas mentionné ici, mais évidemment, le type de plante. Donc, le taux de transpiration d'un sol ne va pas du tout être le même que le taux de transpiration d'une plante herbacée. Et même au niveau du sol, entre différentes espèces, le taux de transpiration ne va pas être le même. Ensuite de ça, il y a plusieurs autres facteurs qui influencent l'évapotranspiration. Donc, le type de substrat, la disponibilité en eau, la fertilisation, la densité de plantation, etc. Ce que je vous présente ici, c'est des graphiques de certains paramètres que j'ai étudiés pendant mon doctorat. Donc, on voit par exemple qu'un substrat qui est plus poreux et qui a une plus grande capacité de rétention en eau, comme un substrat qui est très organique, qui a beaucoup de matière organique ou encore de la fibre de coco, bien, va permettre une évapotranspiration plus importante que du sable, par exemple. Et on voit qu'en fonction de l'âge des tiges, donc 1 an, 2 ans ou 3 ans, la conductance stomatique, qui est un proxy là, qui est directement relié à la transpiration, va aussi varier. Donc, bref, très important de prendre en compte ces paramètres-là avant d'utiliser une valeur d'évapotranspiration. Donc, justement, parlons du choix des végétaux. Donc, plutôt que d'y aller avec une liste d'espèces, ce qu'on va vouloir, c'est rechercher certaines caractéristiques en particulier. Donc, évidemment, sans surprise, ce qu'on va vouloir, c'est un taux d'évapotranspiration élevé. Comme les racines vont être majoritairement dans l'eau, on veut que le niveau d'eau dans le marais soit le plus élevé possible en tout temps. Donc, il faut que ce soit des plantes qui sont tolérantes à des inondations prolongées et répétées. Dépendamment du type d'eau qu'on traite, bien, on veut évidemment qu'il y ait une tolérance des plantes à ces contaminants-là. Et bien, si on veut encore plus optimiser notre marais, bien, on veut aussi qu'il y ait une capacité de phytorémédiation, parce que c'est bien beau d'évapotranspirer notre eau, mais s'il n'y a aucune dégradation des contaminants qui se fait dans le sol, bien, on va rapidement se retrouver dans un milieu qui peut être toxique pour la plante. Donc, ce n'est pas très intéressant. Donc, outre ces caractéristiques-là qui sont, je dirais, primordiales, bien, il y a aussi d'autres caractéristiques qu'on peut vouloir aller chercher ou qui est important de considérer avant de choisir une plante. Donc, évidemment, le potentiel envahissant. Je pense par exemple au roseau commun qui est très utilisé dans les marais filtrants ailleurs dans le monde, mais qui, évidemment, pour des raisons qu'on connaît bien, ne peut pas être utilisé au Québec parce qu'il est très envahissant. La production de biomasse qui peut être très intéressante pour les plantes ligneuses, par exemple le saule ou le peuplier. Donc,
Ça peut être intéressant parce qu'on peut utiliser cette biomasse-là, que ce soit pour du chauffage, de la production d'énergie ou encore de la production de paillis. Les besoins nutritionnels, donc si par exemple on a eu à traiter une eau qui est très pauvre en nutriments, qui contient surtout des contaminants, bien, on va peut-être choisir des espèces qui n'ont pas besoin de beaucoup de nutriments. La susceptibilité aux ravageurs, donc ça aussi, on va essayer de souhaiter des espèces là, qui n'ont pas beaucoup de prédateurs ou qui sont très peu affectées parce que forcément, on va probablement les planter en monoculture dans notre marais. Donc, si elles sont très susceptibles aux ravageurs, ben c'est pas intéressant. Et bien, support à la biodiversité, ça, c'est plutôt des bénéfices connexes qu'on va vouloir apporter à notre marais. Donc, par exemple, on pourrait utiliser des plantes qui attirent les pollinisateurs, qui servent de nourriture à certaines espèces, qui servent d'abri à certaines espèces d'oiseaux, etc. Donc, des exemples de plantes maintenant, bien évidemment, il y a le saule, comme je vous ai parlé, qui est majoritairement utilisé ailleurs dans le monde, et c'est pas pour rien. Donc, il y a vraiment toutes les caractéristiques à rechercher que je vous ai présentées. Il y aurait aussi le peuplier, donc par contre, il est peut-être un petit peu moins tolérant aux inondations, là, ça serait vraiment à voir selon les espèces. Par contre, il n'est pas exclu qu'il y ait certaines espèces d'herbacées ou d'autres plantes indigènes qui soient possibles d'utiliser. Mais vraiment, au niveau du taux d'évapotranspiration, si ce qu'on veut, c'est minimiser notre surface requise, bien, à ma connaissance, le sol est pas mal champion dans ce domaine-là. Puis, je vous présente trois autres exemples de plantes. Ça, c'est vraiment personnel, là. C'est des idées que j'ai eues et qui, je pense, pourraient être des espèces intéressantes pour d'autres endroits dans le monde où le sol est peut-être un peu moins approprié. Donc, on pense par exemple à l'eucalyptus ou au bambou, qui sont des plantes qui consomment de très, très grandes quantités d'eau. Mais bref, il y a encore de la recherche à faire à ce niveau-là et place surtout à l'imagination. Donc, excusez-moi juste une petite seconde. Maintenant qu'on a bien parlé là, donc, de comment ça fonctionne le marais, ce que j'aimerais vous présenter, c'est différents cas d'application. Donc, je vais vous présenter 3 cas, du plus simple au plus complexe. Le premier que je vous présente ici, ça serait dans le cas où on a un volume d'eau à traiter qui est connu sur une période donnée. Donc, on présume à ce moment-là qu'on connaît le taux d'évapotranspiration de nos plantes, on connaît les précipitations moyennes pour une saison, on connaît le volume d'eau qu'on a à traiter. Donc, à ce moment-là, le dimensionnement est assez simple. Il suffit d'utiliser une petite équation de ce genre-là, puis ça nous donne la taille de marais qui est requise pour traiter notre eau. Donc, ensuite, il suffit juste de gérer l'eau qu'on envoie dans le marais en fonction du moment dans la saison et de la météo. Donc, au fur et à mesure que l'eau diminue dans notre marais, on va l'ajouter progressivement, puis le reste, on stocke dans par exemple, des cuves de 1 mètre cube. Donc, ça, c'est le premier cas, le plus simple. Bon, dans un deuxième cas, on aurait un volume à traiter qui est plus variable, mais qu'on peut quand même prévoir. Puis, je n'ai pas marqué ici, mais un volume d'eau qui est continu. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'eau qui arrive même en hiver pendant la saison de dormance des plantes. Donc, un bon exemple, c'est justement celui qui est présenté ici, donc les eaux usées d'une résidence. On ne peut pas ajouter nous-mêmes le débit, hein, bien sûr, parce que ça dépend de la consommation d'eau des gens du ménage. Mais par contre, on peut le prévoir. Il y a des données qui existent là, sur la consommation moyenne des gens. On peut même faire des études préalables avec des compteurs d'eau sur la résidence pour avoir des meilleurs chiffres, etc. Par contre, comme l'apport d'eau est en continu, donc l'hiver aussi, il va falloir prévoir un espace de stockage. Donc, comme je le disais, notamment pour la période hivernale. À ce moment-là, pour le dimensionnement, on va vouloir plutôt fonctionner avec un bilan hydrique qu'on va réaliser soit par mois ou par semaine pour avoir une meilleure idée là, de la taille et du volume de stockage dont on a besoin. Je vais vous présenter un exemple de ce type de dimensionnement-là un peu plus loin. Et finalement, un troisième cas qui est à ce moment-là plus complexe, où le volume à traiter provient, par exemple, de plusieurs sources. Donc, on voit ici un système qui a plusieurs compartiments. On a l'eau à traiter qui est dans un bassin ici, qui est complètement exposée aux précipitations. Donc, l'eau à traiter va être directement influencée par les précipitations. On a même une étape de pré-traitement qui est un marais filtrant ici, et on a finalement notre marais à effluent nul qui est à la fin du traitement. Mais donc, l'eau arrive de tous les sens, l'eau est perdue de tous les sens. Il y a plusieurs compartiments à modéliser. Donc, pour arriver à estimer
les flux hydriques dans le système, ben, c'est vraiment plus complexe à ce moment-là et donc ça va demander une modélisation qui est plus complexe. Donc, pas malgré, mais outre le dimensionnement, donc de déterminer la taille de marée, il y a quand même certains autres paramètres de conception qu'on connaît un peu mieux. Donc, par exemple, on recommande, donc là, je me base sur les recommandations, par exemple, des normes danoises ou encore sur ce que moi j'ai observé pendant mes études. Donc, on va vouloir, par exemple, une profondeur minimale d'environ 1 mètre, ce qui est beaucoup plus profond qu'un marais filtrant régulier. Ça va aider justement au stockage d'eau. On va vouloir une forme allongée, ce qui va maximiser l'évapotranspiration. Pour les sols, ben, de ce que j'ai vu, moi, une densité de plan de 2 par mètre carré serait requise pour avoir vraiment une bonne couverture homogène du marais. Irrigation sur la surface, intégration d'un drain de collecte qui va faciliter l'entretien. Donc, l'idéal aussi, c'est d'avoir un substrat drainant. Par contre, d'avoir une couche de substrat qui est idéale pour la croissance sur les dessus. Et il y a probablement d'autres paramètres là, que je n'ai pas pensé à inscrire ici. Et pour ce qui est de l'opération et de l'entretien, bien, c'est plutôt limité, dans le sens où c'est pas très compliqué à opérer et à entretenir. Le plus important, ça va vraiment être, dans un premier temps, de s'assurer du bon établissement des plantes. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans la première année, il va y avoir un entretien qui est plus important. Donc, on va vouloir appliquer un paillis pour empêcher la présence de mauvaises herbes. On va vouloir désherber pour s'assurer vraiment que les plants s'enracinent bien et croissent bien. Et on va même vouloir arroser en cas de sécheresse prolongée. Donc, vraiment tout ça pour que les plantes s'établissent le mieux possible. Par la suite, on n'a plus besoin de faire ça à partir du moment où nos plantes sont vraiment bien établies. Donc, en quoi va consister l'entretien par la suite? Bien, ça va simplement être de vérifier le niveau d'eau dans le marais, s'assurer qu'il n'y a pas de débordement, qu'il n'y a pas de colmatage, qu'il n'y a pas de sécheresse trop prolongée non plus, ce qui ne devrait pas être problématique si les plantes sont bien établies. Si on utilise des espèces ligneuses, donc comme le saule, le peuplier, bien, on va vouloir recéper les tiges, donc c'est-à-dire les couper à peu près 2 pouces du sol de façon régulière, donc à tous les 2 ou 3 ans pour stimuler la croissance puis que les plants restent toujours vigoureux. Bien évidemment, si on utilise une eau qui a des contaminants, on va vouloir s'assurer qu'il n'y a pas des plants qui sont morts parce que, par exemple, le substrat deviendra phytotoxique ou pour toute autre raison. Là, ça peut être des ravageurs, quoi que ce soit. Donc, évidemment, s'il y a des plantes mortes, il va falloir les remplacer. Ça ne devrait pas arriver généralement. Puis, on va vouloir s'assurer de l'état de santé de nos plantes, là, que ce soit des ravageurs ou justement la phytotoxicité de l'eau qu'on apporte au marais. Donc, je vous présente 3 exemples d'utilisation potentielle au Québec. C'est avec ça qu'on va terminer la présentation. Puis, j'ai choisi de vous présenter un exemple pour chaque cas d'application que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, le premier exemple, c'est un cas d'application qui est plutôt simple. On est dans une institution de recherche qui fait des essais de phytotechnologie, par exemple des marais filtrants, des essais de phytorémédiation. Et donc, en irriguant ces projets-là, on se retrouve avec des eaux qui sont faiblement contaminées, qui généralement sont gérées là, par l'université, mais qu'on aimerait pouvoir gérer sur place. Donc, on est capable à ce moment-là d'estimer le volume d'eau qu'on génère par saison. Dans ce cas-ci, on parle d'un volume d'environ 20 000 litres par saison, donc 20 mètres cubes. Donc, en estimant un taux d'évapotranspiration en moyenne de 10 mm par jour et seulement pour les mois d'été, donc juin, juillet à août, on peut facilement calculer la taille de marée requise qui est de 30 mètres carrés. La beauté là-dedans, c'est que ce projet-là a été mis sur pied pour vrai. Donc, la construction du marais a eu lieu à l'automne et il va bientôt être en opération à l'été. À ma connaissance, là, c'est le premier vrai marais effluent nul qui va avoir été construit au Québec. Donc, j'ai vraiment très hâte de voir comment ça va fonctionner. Et donc, c'est ça. C'est un bel exemple de comment on peut utiliser facilement cette technologie-là. Bon, le deuxième cas, c'est celui que je présentais par rapport au traitement des eaux usées domestiques. Et ce que je vous présente, je veux juste vous avertir, donc je vous présente les résultats d'une mini-étude de faisabilité que j'ai réalisée pendant mon doctorat.
Donc, ce que je vous présente là, c'est vraiment à titre illustratif pour vous donner des ordres de grandeur, puis vous présenter un petit peu c'est quoi la démarche quand on veut concevoir ce type de système-là. Donc, les chiffres que je vous présente, les valeurs, sont vraiment pas à prendre là, pour dimensionner un marais à effluent nul chez vous, par exemple. Donc, vous avez ici le schéma général de comment on organiserait le système. Vous avez la maison, il y a un traitement primaire par fosse septique et le surnageant qui est envoyé dans le marais à effluent nul. Donc, pour le dimensionnement, on peut réaliser ce que je vous présente ici, qui est un bilan hydrique mensuel, où on a notre débit en mètres cubes par mois, selon des données du gouvernement, là, par exemple. Le taux de précipitation, qui encore une fois peut être très facilement estimé avec les moyennes climatiques qui sont disponibles. On a notre évapotranspiration potentielle, qui est aussi facilement calculable. Et ce qui va être important d'avoir ici, c'est des coefficients de plan, c'est-à-dire la quantité, en fait, ça représente le potentiel d'évapotranspiration de la plante qu'on a mis dans notre marais par rapport à l'évapotranspiration potentielle. Donc ici, vous avez des chiffres pour le sol. Donc, à chaque mois, on peut calculer le bilan hydrique de notre marais. Donc, la quantité d'eau qui est dans le marais plus l'affluent, donc la quantité d'eau qui est envoyée dans le marais, plus la pluie, moins l'évapotranspiration, nous donne le volume à la fin du mois. Et ce qu'on veut, c'est que, donc on a des constantes, puis des paramètres à calculer selon la taille du marais. Puis ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas d'accumulation entre le début de l'opération en janvier et la fin d'opération en décembre. Et donc, on va faire varier la taille du marais. Ce qui va faire varier ces chiffres-là ici, de sorte à ce qu'on arrive avec des valeurs similaires en décembre et en janvier. Donc, une fois qu'on a atteint la taille de marais qui était souhaitable pour atteindre cet objectif-là, on calcule le volume d'eau qui est compris dans ce marais-là. Donc, par exemple, la dimension fois la profondeur et fois la porosité du substrat. Et on va soustraire le volume maximal qu'on retrouve dans le marais tout au long de l'année. Et donc, on va savoir si on a besoin d'avoir un espace de stockage supplémentaire ou pas. Et je vous présente donc des résultats de cette approche de dimensionnement-là pour 4 régions du Québec et pour une maison de 4 personnes, donc un ménage de 4 personnes. Et donc, ce que j'ai calculé, c'est que, par exemple, en Gaspésie, pour 4 personnes, ça nous prendrait un marais de 530 mètres carrés et un bassin d'accumulation de 60 mètres cubes. Et donc, on voit les valeurs pour les 4 différentes régions du Québec que j'ai étudiées. Et bien, ce qui explique la différence entre les régions, bien évidemment, ça va être le taux de précipitation et le taux d'évapotranspiration potentiel. Donc, juste un petit... je voulais juste rajouter un petit commentaire aussi par rapport à ces valeurs-là, parce que ça peut paraître quand même des grosses valeurs, mais vraiment, il y a des moyens qui existent pour réduire ces surfaces-là, entre autres en réduisant la consommation d'eau. Il faut savoir faut se rappeler qu'au Québec, on est vraiment des gros consommateurs d'eau, donc c'est normal qu'on ait des surfaces requises qui sont aussi importantes. Et finalement, je vous présente un exemple pour le 3e cas d'application, qui est le cas que j'ai étudié pour mon doctorat. Donc, c'est vraiment comme le schéma que je vous présentais tout à l'heure, on a un bassin d'accumulation qui reçoit des précipitations et les précipitations sont contaminées par les matériaux qui sont entreposés au-dessus. Et c'est cette eau-là qu'on va vouloir traiter. Elle passe par une étape de pré-traitement dans un marais filtrant et se dirige par la suite dans un marais de sol. Donc, ce que j'ai fait dans le cadre de mon doctorat, c'est que j'ai conçu un modèle qui permettait de prendre en compte là, tous les flux hydriques du système. Et on estimait, par exemple, l'évaporation dans le bassin d'accumulation, l'évapotranspiration du marais filtrant, du marais de sol, etc. Modélisation assez complexe, mais qui finalement nous a donné les résultats suivants. Donc, si on gardait les paramètres de conception actuels du site, c'est-à-dire la taille et la profondeur du bassin d'entreposage, la taille des marais filtrants, etc., bien, ça nous prendrait environ 5300 mètres carrés de marais filtrants, de marais de sol, pardon, et presque 5000 mètres cubes d'entreposage. Donc là, vraiment, on voit ces chiffres-là, puis on se dit, ouf, c'est assez important. Je ne suis pas sûre que ce soit la solution la plus adaptée. Par contre, ce qui est intéressant et sur quoi je me suis penchée dans mon doctorat, c'est
d'aller voir comment on peut optimiser ce système-là en, par exemple, choisissant un autre type de substrat, en fertilisant le marais de Saule, en gérant mieux les débits d'eau qu'on envoie, en faisant varier la forme du marais. Donc, tout un tas de paramètres que j'ai pu intégrer dans mon modèle et qui ont donné, donc suite à l'optimisation, une taille requise de plutôt 1200 mètres carrés et un volume de stockage de 3300 mètres cubes. Donc, ça reste des valeurs importantes, mais on voit qu'on a pu vraiment améliorer l'efficacité puis la surface requise par rapport aux paramètres actuels. Donc, voilà, bien sûr, ces 3 exemples, je vais juste finalement vous présenter peut-être un peu un récapitulatif de donc c'est quoi les forces, c'est quoi les faiblesses de cette technologie-là. Bien, comme on l'a vu, la force principale, donc c'est l'efficacité de traitement élevée. Donc, comme on n'a aucun rejet liquide dans l'environnement, forcément, on peut même dire qu'on a une efficacité de traitement de 100%. Donc, c'est sûr qu'on respecte nos normes de rejet. Ça a une faible empreinte écologique par rapport à d'autres types de technologies. Donc, ça utilise peu de matériaux, il n'y a pas d'énergie ou très peu qui est utilisée pour le fonctionnement. On n'utilise pas d'ajouts chimiques, etc. Et donc, en raison de ça, ça va généralement être de faibles coûts d'installation. C'est relativement facile à implanter. On a une valeur ajoutée, par exemple, avec la production de biomasse, avec l'esthétisme du système comparativement à d'autres technologies. On va pouvoir aller générer des bénéfices connexes, que ce soit la séquestration de carbone, la filtration de l'air, etc. Et on a vu qu'au niveau de l'entretien, ben, c'était assez limité. C'est pas très compliqué. Par contre, il y a évidemment des faiblesses. Donc, l'empreinte au sol élevée. Donc, comme on a vu, si on n'optimise pas notre système comme il faut, si on a beaucoup d'eau à traiter, ça peut représenter des surfaces de sol importantes. Et bien évidemment, comme on a une saison hivernale ici et que les plantes ne transpirent pas toute l'année, ben, on va avoir besoin de stockage important. Et donc, c'est ça, c'est non fonctionnel en hiver. Aussi, bien évidemment, les critères de conception, comme je le disais, sont encore à l'étude. Donc, on n'a pas encore des normes très clairement définies, encore moins pour le Québec. Et bien, dépendamment du type d'eau usée qu'on envoie dans notre marais, bien, il est possible qu'on ait à traiter le substrat en fin de vie utile du marais. Donc, si on accumule des contaminants, par exemple, pendant 20 ans dans le marais, bien, effectivement, c'est possible que le substrat soit contaminé au sens de la réglementation québécoise à la fin de sa vie utile. Et bien, dépendamment des contaminants qu'on va traiter dans le marais, il y en a certains dont le comportement est encore mal compris. Donc, par exemple, on peut penser à des contaminants organiques qui auraient possibilité de se volatiliser. Bien, à ce moment-là, est-ce que c'est la bonne alternative ou pas? Donc, c'est le genre de choses à prendre en considération. Il y a aussi des menaces, donc qui menacent l'utilisation, qui pourraient réduire l'utilisation de cette technologie-là ici. Donc, on parle entre autres de la réglementation qui est contraignante, surtout au niveau résidentiel. Donc, pour ceux qui se posent la question, là, en ce moment, c'est impossible de construire un marais à effluent nul pour une résidence, malgré ce que je vous ai présenté, puisque toute technologie qui va être achetée par le propriétaire doit être certifiée par le Bureau de normalisation du Québec et il n'y a aucune technologie là, de marais à effluent nul qui est certifiée à l'heure actuelle. Donc, ça va vraiment être réservé à des projets soit industriels, des municipalités, des projets au cas par cas, là, qui sont gérés au cas par cas par le ministère de l'Environnement. Il y a bien, effectivement un manque d'expertise au Québec. De la même façon que pour les marais filtrants, il y a très peu d'ingénieurs qui sont formés à ces technologies-là. Il y a des précipitations à la hausse. Donc, on sait que les précipitations sont à la hausse au Québec. Donc, ça vient réduire le déficit entre les précipitations et l'évapotranspiration potentielle. Et j'ai écrit aussi dans les menaces que ça prenait une expertise multidisciplinaire. Donc, par exemple, ça risque d'être difficile pour un ingénieur seulement de concevoir ces systèmes-là. Pas impossible du tout, mais forcément, il va probablement avoir à demander conseil ou expertise auprès, par exemple, d'architectes paysagistes ou des gens qui sont plus dans la biologie des plantes, etc. Par contre, l'expertise multidisciplinaire, c'est selon moi aussi une opportunité. Donc, c'est l'opportunité vraiment de créer des équipes de travail qui sont multidisciplinaires et donc qui vont penser à différents aspects et qui vont pouvoir créer un projet qui est plus bénéfique, si on veut. Et ben, de la même façon que les précipitations sont à la hausse, il faut aussi se rappeler que l'évapotranspiration potentielle, en particulier en été, est aussi à la hausse. Donc, au final, il faudra voir le bilan, mais ça peut être intéressant de ce niveau-là.
Probablement une des plus grosses opportunités, c'est le fait que les infrastructures actuelles au Québec sont vraiment déficientes. Donc, il y en a probablement d'entre vous qui sont au courant, là, le traitement des eaux usées, que ce soit pour les résidences isolées ou au niveau des municipalités en milieu rural, là, dont on a vraiment un manque à gagner au niveau des infrastructures. Donc, ça rajoute une opportunité alternative pour améliorer le traitement de nos eaux usées. Et ben, de la même façon, si les normes de rejet se resserrent, ben, ça va nous prendre ce genre de technologie-là pour arriver à de moindres coûts à atteindre les normes de traitement. Puis finalement, ben, c'est un marché qui est en développement, donc puisqu'il n'y en a pas encore ici au Québec, ben, ça ne peut que croître. Et je pense qu'il y a vraiment un intérêt certain là, pour ce type de technologie verte-là. Donc voilà, ça termine mon portrait sur les marais à effluents nuls. Merci tout le monde pour votre participation. Je vous présente ici le lien si jamais ça vous intéresse d'aller plus loin. Vous pouvez aller consulter ma thèse qui est disponible sur le site de l'Université de Montréal. Puis il y a tout plein de publications aussi en ligne là, sur le sujet. Merci beaucoup. Bonjour, alors on va prendre les questions. Alors, de Pierre-Olivier Fontaine. Au Québec, quelle est la longueur de la saison où les marins influents nuls est efficace? Mais je pense que tantôt, tu l'as précisé, mais tu pourrais le redire de nouveau quand même, Chloé. Oui, bien, ça va généralement être de mai à novembre à peu près. On peut même aller jusqu'à décembre. De Nicolas Gamache, est-ce que l'évapotranspiration est estimée entre 2016 et 2018 avec un Penman monté ou bien calculé avec un lisimètre? En fait, aucune des deux. Penman Monted, justement, va nous permettre de calculer l'évapotranspiration de référence. Donc, ça, c'est sûr que c'est ce que j'ai utilisé pour l'évapotranspiration de référence. Par contre, pour le marais de Saule, j'avais pas la possibilité d'installer un lisimètre puisque le marais était déjà construit. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé un bilan hydrique. J'avais des compteurs parce que c'était pas un marais à effluent nul. Donc, j'avais de l'eau qui rentrait, de l'eau qui sortait. J'avais des compteurs à l'entrée et à la sortie. Donc, j'ai fait un bilan hydrique en ayant ces valeurs-là, mais j'ai aussi fait tout un travail de modélisation. Là, j'ai mesuré des paramètres physiologiques de la plante, puis j'ai créé un modèle basé sur, entre autres, la conductance automatique des plantes là, pour valider mes modèles, mes données de bilan hydrique. De José Langlois, la jacinthe d'eau n'a-t-elle pas un caractère envahissant? Oui, ben effectivement. En fait, la jacinthe d'eau, ça fait partie des espèces qu'il faut faire attention. Je l'avais présenté pas nécessairement pour utilisation au Québec, dans le sens où, comme le bambou puis l'eucalyptus, là, je pense pas que c'est des utilisations au Québec, mais ça pourrait être des plantes qui sont intéressantes dans des milieux où elles sont natifs parce que ça produit beaucoup, beaucoup de biomasse, ça se reproduit très facilement. Puis ça permettrait, par exemple, d'utiliser un marais avec de l'eau à la surface plutôt de l'eau sous la surface. Donc, c'était vraiment juste un exemple. Mais effectivement, la jacinthe d'eau au Québec, elle est en vente, là, donc on ne pourra pas dire que c'est une espèce exotique envahissante, mais elle a un potentiel envahissant, c'est sûr. Ouais. De Nathalie Gaudette, est-ce que cette phytotechnologie peut traiter les eaux usées d'origine pluviale? Définitivement. Puis même que moins il y a de contamination dans l'eau, plus ça va être simple parce qu'on on a moins de questions à se poser au niveau de la phytotoxicité, au niveau des normes de rejet. On peut même penser que dans le cas de l'eau pluviale, on pourrait se permettre d'avoir des débordements de temps en temps. Donc à ce moment-là, on pourrait pas sous-dimensionner, mais on pourrait dimensionner de façon euh, plus restreinte, puis accepter qu'il y ait des débordements de temps en temps parce qu'on n'a pas tellement d'enjeux de contamination. Donc, définitivement, pour le pluvial, là, ça peut être super intéressant. De Gilles Vincent, est-ce que la biomasse récoltée provenant d'un marais à effluent nul doit être traitée d'une façon particulière? Bien, ça, c'est sûr que c'est une question qui demeure, puis cette question-là, elle est la même pour les marais filtrants, pour la phytorémédiation, etc. Et il n'y a pas de réponse universelle à ça. Moi, ce que je dirais, c'est que tout dépend de l'eau que tu apportes à ton marais. Si tu sais qu'il y a un problème de contamination dans l'eau que tu utilises pour irriguer ton marais, bien, avant d'utiliser la biomasse pour quelconque utilisation que ce soit, bien, ça serait judicieux et prudent de faire des analyses de la biomasse avant de l'utiliser. Là. Des analyses, donc des tissus végétales. Là. La question suivante est de Patrick Benoît. Dans le cas d'eau contaminée avec des organiques récalcitrants, donc potentiellement toxiques pour les plantes à terme,
Est-ce que le marais filtrant à effluent nul reste une bonne option? Bien, encore une fois, ça va dépendre donc des caractéristiques de l'affluent. Si ces contaminants-là sont très concentrés dans l'eau, bien, effectivement, ça peut être problématique. Par contre, je prends l'exemple de mon projet où c'était justement l'enjeu, c'était de traiter, bien, pas de traiter, mais c'était de gérer les dioxines et les furanes, qui sont des contaminants organiques très récalcitrants. Mais il était tellement peu concentré dans l'eau que il y avait très, très peu de risques pour les plantes. Et selon mes observations, après 8 ans de croissance dans le marais, il y avait zéro signe de toxicité. Puis j'ai évidemment pris des mesures aussi dans le substrat, puis la concentration de ces contaminants-là dans le substrat, on n'était même pas capable de détecter une accumulation tellement ils étaient peu concentrés dans l'eau. Mais le problème avec ça, c'est que dans l'eau, ils sont très toxiques pour les organismes aquatiques, par exemple, donc on ne pouvait pas se permettre de le rejeter dans l'environnement. Mais au niveau du marais puis des plantes, il n'y avait aucun problème. Donc, ça dépend de la concentration, oui. La prochaine question est de Pierre-Olivier Fontaine. En combien de temps un marais à effluent nul est assez mature pour être efficace, Claude? Bien, je dirais 1 an. Ça dépend des plantes, on va se dire ça dépend des plantes, mais après une saison de croissance, une bonne saison de croissance des plantes avec tous les petits conseils que je vous ai donnés là, de désherbage, etc., des sols arbustifs là, vont avoir un très, très bon système racinaire, là, puis ils vont être performants. J'ai une autre question de Nicolas Gamache. Comment avez-vous déterminé un facteur Kc de 8,21 pour le sol lorsque, par exemple, le facteur Kc pour du maïs au maximum de croissance est de 1,15 ou 1,2? Bien, c'est très intéressant parce que ça, c'est source de beaucoup de débats, bien, pas nécessairement de débats, mais de discussions dans la littérature. Il y a même des gens qui vont jusqu'à dire que c'est impossible d'avoir un Kc de plus que 2. Mais par expérience, je peux pas dire que je suis d'accord avec ça là, parce que moi, j'ai vraiment observé des valeurs d'évapotranspiration beaucoup plus élevées que ça. Et bien, la raison qui pourrait expliquer ça, il y en a plusieurs. La première, c'est que les sols ont les pieds dans l'eau constamment. Donc, ça, c'est la plus grosse différence. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont absolument aucune limitation d'eau, là. Ils ont de l'eau à profusion. Donc, ils peuvent en transpirer tant qu'ils veulent jusqu'à leur limite physiologique possible. Et bien, si on compare le sol avec le maïs, le sol, à terme, là, va avoir quand même une beaucoup plus grande biomasse que du maïs, même du maïs qui est plus grand que moi. Là. Le sol, il peut avoir jusqu'à 5 mètres de haut facilement, puis une surface foliaire aussi qui est extrêmement élevée. Donc, c'est ce qui expliquerait là, la grosse différence. Ouais. La prochaine question de Serge Cyr. Sur un système résidentiel, est-ce que l'eau salée de la sortie de l'adoucisseur durant sa régénération pourrait nuire? Tout dépend du taux de salinité. C'est sûr que la salinité, ça peut être problématique pour les plantes à trop grande concentration. Mais dépendamment de la taille du marais aussi, avant que l'accumulation soit substantielle, ça prendrait quand même une forte concentration. Puis avec la neige hivernale, puis le fait de la façon qu'on opère le marais, souvent on va le vider à l'automne, puis on va le vider au printemps aussi avant de commencer le démarrage. Donc, l'eau qu'on enlève fait une sorte de lessivage. Donc, déjà ça aide. Puis, le sol, encore là, je ne dis pas qu'il y a juste le sol qui est utilisable, mais le sol peut tolérer des concentrations de salinité quand même assez élevées comparées à d'autres plantes. Mais c'est sûr que l'accumulation de sel, c'est à suivre. Donc, il faut faire des petits tests de temps en temps dans son substrat pour voir c'est quoi la conductivité électrique, etc. Je vais prendre une dernière question parce qu'il est rendu 10h58, celle de Suzanne Bachand. Quelle est la durée de vie du substrat? Doit-on prévoir un remplacement? Si oui, après combien d'années? Bien, encore une fois, ça, c'est vraiment une question de fond, là, mais c'est tellement contexte dépendant que je ne peux pas donner d'années. Là, ça dépend vraiment de la concentration de l'eau qu'on envoie dans le marais. Donc, par exemple, pour des eaux pluviales, ben, on peut s'attendre à ce qu'il y ait pratiquement jamais besoin de remplacement. Là, on peut s'attendre à ce que ce soit les plantes qui soient remplacées avant le substrat, mettons. Mais évidemment, si on a une eau qui est très chargée en contaminants, ben, le remplacement du substrat va pouvoir se faire plus rapidement. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut comparer avec, par exemple, des marais filtrants en se disant que presque par définition, le marais à effluent nul va toujours être plus grand
que la surface de marais filtrant requise. Donc, il va y avoir une dilution plus importante de la contamination au niveau du substrat. Puis, un marais filtrant peut facilement, mais s'il est bien conçu, là, peut facilement tenir 10 à 20 ans avant qu'il y ait besoin de changer de substrat. Donc, je dirais que c'est un minimum là, pour les marais à effluent nul, 10 à 20 ans. Puis, encore une fois, je pourrais me référer à celui que j'étudie en ce moment, que j'ai étudié, pardon, pendant mon doctorat. Après 8 ans d'utilisation, il n'y avait aucune accumulation de contaminants dans le substrat. C'est sûr que la contamination était très faible à l'entrée, mais donc, si après 8 ans, il n'y avait aucune accumulation, mais on peut facilement supposer qu'il aurait pu aller jusqu'à 20 ans, là, sans problème. Mais en fait, je pense que la question, c'est est-ce qu'on doit traiter le substrat? C'est sûr qu'à la fin de vie utile, il peut y avoir besoin de traiter le substrat. Il faut prendre des échantillons puis voir comment ça se comporte par rapport aux normes là, de substrat au Québec. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours nous contacter par notre site Internet. Chloé pourra répondre à vos questions. Ça va, Chloé, comme ça? Ben oui, tout à fait. Puis j'ai marqué, j'ai marqué mon adresse courriel aussi là, dans la présentation. Donc, vous pouvez m'envoyer des courriels, il n'y a pas de problème. C'est parfait. Merci beaucoup, Chloé, pour cette excellente conférence. Je vous remercie pour votre présence. Je veux aussi remercier de nouveau nos commanditaires. Ramea Phytotechnologies, les membranes Irotech et puis Rousseau-Lefebvre. Si vous voulez réécouter le webinaire et tous les autres qu'on a eus auparavant, vous pouvez devenir membre de notre société et vous aurez accès sur le site de la société au webinaire. Je vous souhaite une bonne journée, en fait. Et puis, je vous remercie de nouveau. Merci encore, Chloé. Écoute, c'était excellent. Ça fait plaisir. Bonne journée tout le monde. Il y a plein de bons commentaires. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.